Bonjour tout le monde, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Vous m'excuserez s'il y a un peu de bruit dans le background, il y a de la construction dans le coin. Et donc, ça se peut qu'il y ait quelques bruits de camions et ainsi de suite. Nous avons parlé de différentes formes de validité, de contenu, externe, statistique, et je vous en ai parlé dans le cadre des affirmations de fréquence et dans le cadre des affirmations de relation ou association ou corrélation. Souvenez-vous que ces trois mots-là veulent dire la même chose dans le cadre de notre cours. Et maintenant, je veux vous parler de la validité dans le cadre des affirmations de causalité ou des études de causalité. Okay? L'idée étant que toutes les formes de validité dont on a parlé à date sont absolument importantes dans toutes les études, dans le fond, incluant dans les études de causalité. Mais il y en a une dont on n'avait pas parlé à date, qui était la validité interne. Et elle vient spécifiquement en jeu dans le cadre des études de causalité, qui étudient des affirmations de causalité. Donc, un petit retour. Vous vous souvenez peut-être que dans le cadre d'un PowerPoint précédent, je vous avais dit que pour établir un lien de cause à effet entre deux variables, une étude doit respecter trois critères. Le critère de la covariance, de la précédence temporelle et de la validité interne. La covariance, c'est que, si une étude est pour démontrer, si on veut, ou suggérer qu'il existe un lien de cause à effet entre deux variables, il faut d'abord qu'il y ait covariance entre les deux variables. C'est-à-dire qu'il faut que les deux variables soient associées, soit positivement ou négativement, mais pas de manière neutre ou nulle. Okay? Il faut que quand une des variables change, l'autre variable change aussi. Okay? Cette association-là est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour conclure de la causalité. Okay? Si vous avez juste cette association-là, ça suggère qu'il y a une relation, mais ça ne démontre pas la causalité, comme dans le cadre des études de corrélation, où on s'intéresse juste à documenter cette relation-là. Dans le cadre d'une étude de causalité, il faut aller plus loin, mais il faut d'abord commencer en disant oui, il y a une relation. Le deuxième critère, c'est la précédence temporelle. C'est quand on démontre, et ça c'est la différence avec une étude de corrélation, où on ne fait pas ça. Dans une étude de causalité, on démontre que la variable qui est manipulée précède dans le temps celle qui est mesurée. Ça veut dire que je vais faire d'abord quelque chose, je vais vous administrer un médicament au temps 1, puis là, au temps 2, je vais vérifier quel est l'impact sur, par exemple, vos symptômes de dépression, par exemple. Et si je vois qu'il diminue, ben là, c'est plus que juste que les deux variables sont associées, c'est que l'une semble avoir un impact sur l'autre causal. Okay? Donc, et le troisième critère, ben, c'est la validité interne. Okay? Donc, si je retourne en arrière, là, les deux premiers critères, covariance, précédence temporelle, le troisième critère, ici, la validité interne. Et la validité interne, il faut que l'étude donc démontre de la covariation entre les deux variables. Il faut que l'étude démontre la précédence temporelle d'une variable sur l'autre. Et il faut que l'étude ait une bonne validité interne. Ça, c'est les trois critères pour inférer de la causalité. Et la validité interne, je pense que j'en avais déjà parlé aussi, c'est une étude qui a de la bonne validité interne, c'est une étude qui élimine des explications alternatives concernant l'association entre les deux variables. Ça veut dire qu'elle contrôle plusieurs facteurs qui éliminent d'autres explications alternatives. Par exemple, si j'ai une étude qui affirme que la prise d'antidépresseurs diminue les symptômes dépressifs, un nouvel antidépresseur quelconque, okay, appelons-le la substance X, okay, diminue les symptômes dépressifs, bien, ça implique ça que la substance contenue dans l'antidépresseur cause une diminution dans les symptômes. Donc, par exemple, j'ai fait prendre à des personnes dépressives de cet antidépresseur-là et leurs symptômes ont diminué. Bon.
qu'est-ce que je vois ici? Je vois de la covariance ou de la corrélation, là, ou de la relation entre les deux. OK? Euh, je vois de la précédence temporelle. Donc ça, c'est très bien. Sauf que, au niveau de la validité interne, il y a plein d'explications alternatives qui sont autres que c'est la substance contenue dans l'antidépresseur qui cause une diminution. Et une bonne étude de causalité devrait essayer de contrôler pour chacune de ces explications alternatives-là, démontrer qu'elles ne sont pas vraies. Par exemple, la réduction des symptômes pourrait simplement être fonction du temps qui passe. Vous savez, la dépression, c'est cyclique. On ne reste pas en dépression toute sa vie. Okay? Ça vient en vague. Ça veut dire que si vous laissez assez de temps, les symptômes dépressifs vont nécessairement diminuer par eux-mêmes. Or, est-ce que mon étude prend ça en compte? Alors, il y a plein de façons dont elle pourrait prendre ça en compte. Elle pourrait, par exemple, je sais pas moi, s'assurer que les participants n'ont pas commencé à prendre les antidépresseurs quand ils étaient vraiment rendus, si on veut, au sommet d'une crise de dépression ou d'un cycle de dépression. Parce que quand on est au sommet, ça va nécessairement s'améliorer avec le temps, là. Diminuer les symptômes. Donc peut-être qu'on pourrait, je sais pas moi, pendant quelques mois avec les patients ou même quelques années, s'assurer de comprendre leur cycle et là, s'assurer qu'on donne les antidépresseurs au début du cycle et non pas au sommet du cycle, par exemple. Donc ça pourrait être, il faudrait que l'étude essaie de contrôler pour ça. Il se pourrait aussi que la prise d'antidépresseurs diminue les symptômes dépressifs. Bon, je viens juste de dire, il se pourrait que la prise d'antidépresseurs diminue les symptômes dépressifs parce que les antidépresseurs ont été pris au sommet du cycle d'anxiété et que nécessairement ça va diminuer avec ou sans substance qui est dans l'antidépresseur. Ça se pourrait aussi que la personne se sente mieux simplement parce qu'elle a décidé de s'enregistrer dans une étude sur la dépression, puis elle a décidé de prendre sa santé mentale en main. Vous savez, des fois, juste le fait, lorsqu'on est en détresse, de décider d'aller parler à quelqu'un ou de décider de prendre sa santé mentale en main peut, juste là, avoir un impact sur nos symptômes. Or, la prise d'antidépresseurs pourrait avoir l'air de diminuer les symptômes dépressifs, mais ça ne serait pas vraiment à cause de la substance qui est à l'intérieur. Ça pourrait juste être que les gens se sentent bien d'avoir décidé de faire partie d'une étude ou d'avoir décidé de prendre des médicaments dans une étude. Or, il faudrait que l'étude contrôle pour ça. Hein? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Peut-être qu'elle pourrait avoir un groupe qui prend des antidépresseurs, puis un autre groupe qui, lui, n'en prend pas, mais décide de prendre sa santé mentale en main d'une autre manière, par exemple. Et si les deux groupes ont la même diminution des symptômes dépressifs, mais ça voudrait dire que c'est pas vraiment ce qu'il y a dans la substance de l'antidépresseur, c'est plutôt le fait de faire quelque chose pour sa santé mentale. T'sais? Or, une bonne étude de causalité, elle va démontrer qu'il y a une relation entre les deux variables, la covariance, comme je disais tantôt. Elle va démontrer qu'il y a de la précédence temporelle, la variable causale précède dans le temps la variable qui est mesurée. Okay? Et elle va aussi essayer d'avoir une bonne validité interne, d'éliminer le plus possible de variables, pas de variables, d'explications alternatives. Ici, dans cet exemple-là, on a vu deux explications alternatives pour l'idée que la prise d'antidépresseurs diminue les symptômes dépressifs. Okay? Le premier étant, c'est une question une question de temps. Okay? Et c'est pour ça que ça diminue, parce que vous allez commencer à prendre les antidépresseurs au sommet du cycle. Et par nécessairement ça va alléger les symptômes. Les symptômes vont s'alléger par eux-mêmes. Okay? Et l'autre explication alternative, c'était c'est pas vraiment la substance en tant que telle, c'est le fait de prendre action pour sa santé mentale. Or, une bonne étude devrait contrôler pour ces deux trucs-là. Okay? Ces deux explications alternatives-là. Et en fait, il y a toujours un paquet d'explications alternatives. Et le but de la recherche, c'est d'essayer de monter des études qui progressivement contrôlent pour le plus en plus de ces explications alternatives-là possibles. Et philosophiquement, en science, en psychologie du moins, on se dit que si on a
contrôler et démontrer que la vaste majorité des explications alternatives qu'on peut imaginer sont fausses, ben, ça veut dire qu'on devrait être très, très confiant ou confiante dans l'affirmation qui ressort de notre étude. Okay? Donc, si on avait, pendant des années, fait plusieurs recherches sur les antidépresseurs, puis on a identifié au fil du temps toutes sortes d'explications alternatives, j'en ai 2 ici, mais il pourrait en avoir plein d'autres, et qu'on a organisé plein d'études pour contrôler ça, pour s'assurer que ça ne peut pas être ces explications alternatives-là, puis qu'on trouve quand même que l'antidépresseur diminue les symptômes dépressifs, bien on devrait être de plus en plus confiant que c'est quelque chose à propos de l'antidépresseur lui-même, à propos de la substance elle-même. C'est ça le jeu, dans le fond, pour démontrer, pour être plus en plus confiant que quelque chose est vrai. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de démontrer que d'autres choses est faux. Puis plus tu as démontré que toutes les autres choses possibles sont fausses, plus la chose, que l'affirmation doit être vraie. Ou plus tu peux y avoir confiance, dans le fond. Donc, comme je disais dans l'étude ici, là, je me suis un peu devancé, là, mais il pourrait y avoir un problème de validité interne dans notre description ici de la prise d'antidépresseurs diminue les symptômes dépressifs si on n'a pas vérifié que c'est dû à, par exemple, ces 2 autres facteurs-là. Fait qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment la substance contenue dans l'antidépresseur qui cause une diminution des symptômes de dépression ou est-ce que c'est autre chose, les 2 trucs possibles ici. Comme je vous dis, une bonne étude va contrôler pour ça. Une bonne étude causale. Okay? Une étude de corrélation n'a pas besoin de contrôler pour ça. Elle fait juste dire, oh, regarde, les gens qui prennent des antidépresseurs sont moins déprimés que les gens qui n'en prennent pas, par exemple. Mais une étude de corrélation ne tente pas de faire un lien de cause à effet. Elle fait juste dire, regarde, il y a une relation entre les deux. That's it. L'étude causale va plus loin. Elle dit non seulement il y a une relation entre les deux, mais prendre l'antidépresseur vient avant qu'on mesure les symptômes dépressifs. Puis en plus, on a éliminé toutes les autres explications possibles ou on a contrôlé pour les autres explications possibles. Donc, afin de satisfaire ces 3 critères-là, de la covariance, pardon, le mot m'échappe, là, temporalité, précédence temporelle, pardon, et aussi d'avoir une bonne validité interne, les chercheurs utilisent la méthode expérimentale. La méthode expérimentale, c'est la meilleure méthode pour démontrer la causalité. Je devrais peut-être pas dire démontrer, mais pour fortement suggérer en conclusion que quelque chose cause quelque chose d'autre. Parce qu'est-ce qu'on démontre vraiment à 100%? Est-ce qu'on prouve quelque chose en science? Je vous avais dit que non. Mais la méthode expérimentale nous donne des bonnes raisons de croire que quelque chose peut avoir un impact causal sur quelque chose d'autre. Okay? Dans une étude expérimentale, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle et on manipule une variable qu'on appelle la variable indépendante afin d'observer son impact sur une seconde variable qu'on mesure, qui est la variable dépendante. Très important de comprendre et se souvenir de ce terme variable indépendante et variable dépendante. Okay? Donc, pour supporter l'affirmation causale qui concerne la prise d'antidépresseurs et la réduction des symptômes dépressifs, donc pour confirmer ou supporter cette idée que c'est quelque chose à propos de la substance de l'antidépresseur qui cause une réduction des symptômes dépressifs, les chercheurs doivent manipuler la variable traitement, qui serait par exemple la prise de l'antidépresseur. Et comment ils pourraient la manipuler? Ben, il pourrait avoir 2 groupes, par exemple. Un groupe qui prend l'antidépresseur, qui a toute la substance dedans. Ben tiens, il pourrait y avoir 3 groupes. Un groupe qui prend l'antidépresseur avec toute la substance dedans, l'antidépresseur normal. Un deuxième groupe qui prend le même antidépresseur, la même pilule, mais elle est manipulée pour qu'il y ait seulement la moitié de la substance active dedans. Et un groupe qui prend aussi le même antidépresseur, qui croit prendre le même antidépresseur, mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a aucune substance, c'est juste une pilule de sucre. Okay? Ce qu'on appellerait un groupe placebo. Donc ça serait manipuler la variable traitement ici. Okay? Un groupe reçoit l'antidépresseur, les 2 autres groupes reçoivent visuellement la même pilule, mais le deuxième reçoit la moitié de la dose et le troisième, c'est une pilule de sucre qui ne devrait avoir aucun effet. Okay?
tout le monde, personne ne sait dans quel groupe ils sont. Tout le monde a l'impression d'être d'avoir l'antidépresseur. Et là, ensuite, on attend un peu, ils prennent ces antidépresseurs-là pendant X nombre de temps, puis ensuite, on mesure la variable symptôme. Donc, ce serait la variable dépendante ici qu'on mesure. Et on observe, est-ce que tout le monde a baissé en termes de symptômes dépressifs? Est-ce que si tout le monde a baissé, est-ce que le groupe qui reçoit vraiment l'antidépresseur a baissé plus que les deux autres? C'est ça qui nous permet vraiment d'avoir d'arriver à une bonne conclusion par rapport à est-ce que la substance dans l'antidépresseur cause une diminution des symptômes comparativement à une plus petite dose ou aucune dose, dans le fond. Et lorsqu'on manipule la variable indépendante, on s'assure qu'elle agit avant la mesure de la dépendante. Nécessairement, c'est inscrit dans cette façon-là de fonctionner. Et si je manipule la variable indépendante, ben, je la manipule avant de mesurer la dépendante. Et ça respecte mon critère de précédence temporelle. Si vous preniez une mesure de la variable dépendante, donc vous mesurez les symptômes dépressifs chez vos 3 groupes, puis ensuite vous leur donnez les pilules, ben ça ne ferait aucun sens. Vous devriez avoir aucunement confiance en vos résultats. Vous n'avez pas donné le temps à la pilule d'agir. Okay? Ou si vous les mesuriez, ces symptômes-là, la variable dépendante, en même temps que vous leur donnez le traitement, les 3 différents types de traitements, qu'est-ce que ça irait prouver? Absolument rien. Mais à la place, vous manipulez la variable indépendante avant de mesurer. Vous laissez, par exemple, X nombre de semaines pour la pilule à faire effet ou quelque chose comme ça. Okay? Typiquement, les antidépresseurs ne fonctionnent pas automatiquement. Là. Ça prend un certain build-up, entre guillemets, de la substance là, pour commencer à faire effet. On parle peut-être quelques semaines. Des fois, les gens sont chanceux. Peut-être une semaine, ils peuvent commencer déjà à avoir des trucs, un impact positif, je dois dire. Donc, la méthode expérimentale fait tout ça. Okay? Et la méthode expérimentale contrôle aussi pour certaines explications alternatives. Ça, c'est la validité interne. Là. Okay? Elle contrôle pour certaines explications alternatives qu'on appelle aussi des variables confondantes. Les variables confondantes, c'est des variables qui viennent brouiller les résultats. Comme tantôt dans mon histoire, là où je disais que si vous commencez à prendre l'antidépresseur au sommet d'un cycle de dépression, bien, ça va nécessairement diminuer les symptômes par eux-mêmes parce que vous étiez au sommet. Okay? Ben ici, le temps auquel vous avez commencé à prendre l'antidépresseur, ça serait une variable confondante pour laquelle il faudrait contrôler. Okay? Le fait que vous avez aussi décidé de prendre en main votre santé mentale serait une variable confondante, okay? Qui pourrait faire en sorte que c'est ça qui fait diminuer les symptômes dépressifs et non pas la substance elle-même. Donc, la méthode expérimentale tente de contrôler le plus possible de variables confondantes. Okay? Et donc, d'éliminer le plus possible d'explications alternatives. Et une des façons qu'elle fait ça, c'est en utilisant l'assignation aléatoire. L'assignation aléatoire, c'est très simple à comprendre. C'est que on va assigner des participants aux différentes conditions de l'expérience de manière aléatoire. Alors, prenons mon exemple de tantôt, étude sur l'antidépresseur. On a 3 groupes, un qui reçoit l'antidépresseur au complet, l'autre qui reçoit la moitié de la dose, puis le troisième qui reçoit un placebo, une pilule de sucre. Okay? Mais toutes les 3 reçoivent ce qui a l'air de la même pilule. Ben là, imaginons qu'on a, je sais pas moi, 90 participants dans cette étude-là, là, qu'on va réussir à chercher. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir les 90 participants dans 3 groupes de 30 participants. Hein? Mais on va le faire aléatoirement, au hasard. C'est comme si on mélange des cartes, puis on va, OK, toi tu vas dans ce groupe-ci, toi tu vas dans ce groupe-ci, toi tu vas dans le groupe-ci. Évidemment, on ne dit pas aux gens dans quel groupe ils sont, on ne va pas leur dire, toi tu vas dans le groupe qui prend la fausse pilule.
Mais nous, on le sait en tant que chercheurs dans quel groupe les gens sont. Et l'idée, c'est que ces gens-là sont répartis aléatoirement dans chacun des groupes. Maintenant, pourquoi ça ferait ça? Bien, parce que ça maximise les chances que les différents niveaux de la variable indépendante soient similaires sur plusieurs variables qui sont potentiellement confondantes. OK? Donc, prenons mon exemple plus simplement. Imaginons qu'on a juste deux groupes. Le groupe qui reçoit le vrai antidépresseur puis le groupe qui reçoit le faux antidépresseur. Okay? Groupe antidépresseur puis groupe placebo. Okay? Puis disons que j'ai 40 personnes, donc je veux 20 personnes dans un groupe, 20 personnes dans l'autre. En choisissant des gens aléatoirement pour aller dans chacun des groupes, okay? Si je les choisis aléatoirement, c'est comme si je mélange au hasard toutes sortes de variables potentiellement confondantes. Donc, ça serait rare que tout le monde qui se retrouve dans le groupe antidépresseur ait une meilleure éducation, une plus haute éducation que ceux qui se retrouvent dans le groupe placebo, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attribués au hasard. C'est possible que ça arrive, puis je peux contrôler pour ça plus tard, mais ça serait rare. Tu sais, je m'assure aussi que c'est pas tous les riches qui se retrouvent dans le groupe placebo, par exemple. T'sais? Donc, le niveau socio-économique, si je répartis les gens au hasard, il y a des bonnes chances que le niveau socio-économique se répartisse au hasard, se répartisse également. Okay? Si je prends mon exemple tantôt de où est-ce que vous êtes dans le cycle de dépression. Okay? Si j'ai 40 personnes qui souffrent de dépression, il y en a qui vont être au début de leur cycle. Quand je vais faire l'étude, il y en a qui vont être au début de leur cycle, il y en a qui vont être à la fin, il y en a qui vont être en plein au milieu, au maximum, il y en a qui vont être aux 3/4 de leur cycle de dépression, et ainsi de suite. Donc, si j'assigne les gens aléatoirement, je devrais m'attendre qu'il y ait une répartition pas mal égale entre les deux groupes des différents endroits auxquels les gens peuvent être dans leur cycle de dépression. Ça veut dire que ça serait pas mal improbable que tout le monde dans le groupe antidépresseur soit au top de leur cycle de dépression, alors que tous ceux qui sont dans le groupe placebo soient au début, par exemple. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Tout peut arriver par hasard. Mais les chances sont que les deux groupes vont être... Les gens vont se répartir un petit peu de manière homogène à travers les deux groupes. Okay? Donc, c'est à ça que ça sert l'assignation aléatoire. Ça sert à s'assurer que les groupes sont similaires sur toutes sortes de variables potentiellement confondantes. Le niveau socio-économique, l'éducation, le timing par rapport au cycle de dépression et toutes sortes de trucs comme ça, de variables qui pourraient venir brouiller les cartes. S'il s'avérait qu'un des groupes, comme le groupe antidépresseur, était vraiment très différent que l'autre groupe sur certaines variables confondantes, ça pourrait brouiller les cartes. Donc ça, c'est une des façons, l'assignation aléatoire, qu'on peut contrôler pour des variables confondantes. Et ça veut dire en gros une des façons qu'on peut augmenter la validité interne de l'étude. Okay? Et la validité interne de l'étude, souvenez-vous, est un des critères pour une affirmation de causalité. Et c'est une des choses que la méthode expérimentale prend en compte. Okay? Dans une étude corrélationnelle, il n'y a pas d'assignation aléatoire. Dans une étude de fréquence, il n'y a pas d'affirmation aléatoire. Mais dans une étude causale, il faut qu'il y ait une certaine assignation aléatoire. Lorsque c'est possible. Il va y avoir des cas où c'est pas possible. Mais, et puis là, il y a d'autres façons pour s'assurer qu'on contrôle les variables confondantes, qu'on contrôle les explications alternatives. Mais bref, il faut essayer. Okay? Mais là, je ne veux pas vous donner l'impression que la validité interne est la seule forme de validité importante pour la méthode expérimentale. Ce n'est pas. Parce que les bonnes vieilles validités de construit, externes et statistiques sont tout aussi importantes, comme elles l'étaient dans les autres formes d'affirmation. Et on pourrait parler longuement de ça, puis on va revenir là-dessus au cours de la session. Mais un simple exemple, au niveau de la validité statistique, par exemple. Okay? Au niveau de la validité statistique, dans une étude de causalité, prenons notre exemple de l'étude sur l'efficacité de l'antidépresseur avec deux groupes, le groupe qui prend la vraie substance puis le groupe qui prend le placebo. Okay?
Ben, ce qu'on voudrait voir, c'est... Puis on calcule, une semaine ou 2 semaines plus tard, on calcule leur score de dépression, par exemple. Puis imaginons qu'on s'est assuré qu'ils commençaient avec un score de dépression qui était similaire, les deux groupes. Un score moyen de dépression qui était similaire. OK? Je sais pas moi. 8 sur 10 en termes de dépression, les deux groupes. Okay? Ensuite, on leur donne les traitements qu'on leur donne. Un, c'est un traitement placebo, l'autre, c'est un vrai traitement. On fait ça pendant 2 semaines, puis ensuite, on revient mesurer leur niveau de dépression. Okay? Et là, imaginons que ça semble avoir fonctionné. Le groupe expérimental, ça veut dire le groupe qui a reçu la vraie substance, on l'appelle le groupe expérimental, non? Ou le groupe traitement parfois. Ben, ce groupe-là, imaginons qu'il serait rendu à... les deux étaient à 8 sur 10 avant. Imaginons qu'il serait rendu à 5 sur 10. Donc, il y aurait eu une amélioration dans les symptômes de dépression. Okay? Il y a une diminution dans les symptômes de dépression. Puis l'autre groupe, le groupe contrôle, imaginons qu'il serait à, je sais pas moi, 7 sur 10. Okay? Donc, il y a eu une petite baisse lui aussi, mais pas aussi grosse que le groupe expérimental, le groupe qui a vraiment reçu l'antidépresseur. Okay? Bon, ben là, ça peut avoir l'air beau et encourageant, ça, en disant, oh, regarde, le groupe qui a pris l'antidépresseur, le groupe expérimental, donc, a eu une plus grosse diminution des symptômes que le groupe contrôle, le groupe placebo. Mais au niveau statistique, ce qu'il faut se demander, et c'est la même chose dont on avait parlé dans la corrélation, c'est est-ce que cette différence-là entre les deux groupes, elle est significative? Autrement dit, est-ce que cette différence-là est plus grande que ce qu'on s'attendrait si on laissait juste les choses aller par elles-mêmes au hasard? Donc, par exemple, si je prends deux groupes, il est vrai que si je prends deux groupes de personnes dépressives, puis je leur donne aucun traitement, là, je les laisse juste attendre 2 semaines, par exemple, okay? Ben, parfois, il y a un des groupes qui va diminuer plus que l'autre en termes de symptômes dépressifs. Okay? Et ça peut arriver juste comme ça par hasard, sans qu'il y ait eu d'intervention de ma part. Okay? J'ai juste laissé les deux groupes aller. Et ça peut arriver qu'un des groupes descend plus que l'autre. Or, ici, dans mon étude, j'aurais démontré qu'un des groupes a descendu plus que l'autre. Moi, je fais l'argument que c'est à cause qu'il y avait accès à l'antidépresseur, mais quelles sont les chances que ça soit vraiment dû à l'antidépresseur et pas juste attribuable au hasard? C'est cette question de statistiquement significative. Est-ce que la différence est statistiquement significative? C'est trop compliqué pour l'instant de vous parler de comment on fait ça, mais dans le cadre du cours de statistique, PSF 213, vous apprendrez ça. Donc en stats, vous apprendrez que la réponse à cette question-là, est-ce que la différence est statistiquement significative? Ça dépend de la moyenne des deux groupes, ça dépend de l'écart type des deux groupes, toutes des choses que vous verrez aussi. Mais l'idée, c'est que une différence qui est grande entre deux groupes n'est pas nécessairement statistiquement significative. Une différence peut être grande et quand même due au hasard. Et des fois, une différence peut être petite et pas due au hasard, mais vraiment due à l'antidépresseur lui-même. Et tout ça dépend des moyennes, du rapport entre les moyennes des deux groupes et les écarts types des deux groupes. Et ça, on verra ça, faites-vous-en pas avec ça, on verra ça en 213. Maintenant, dans un monde parfait, chaque étude causale, ben en fait, dans un monde parfait, toutes les études maximiseraient le plus possible toutes les formes de validité. Okay? Ça veut dire qu'une étude de fréquence, qui teste une affirmation de fréquence, s'assurerait qu'elle a maximisé sa validité de construit, sa validité externe et sa validité statistique. Même chose pour une étude de corrélation. Okay? Puis une étude causale qui teste une affirmation causale aurait maximisé ces trois formes-là de validité, plus sa validité interne aussi, dans un monde parfait. Mais dans le vrai monde, on n'a pas toujours le temps ou les ressources pour maximiser toutes ces formes de validité-là. Donc, il est normal, parfois, surtout dans le cadre d'une étude expérimentale, en fait,
de prioriser certains types de validité par-dessus d'autres. Par exemple, si j'ai une étude qui teste une affirmation causale, okay, comme par exemple l'antidépresseur, là, comme l'exemple que j'utilise depuis tantôt. Okay? Je voudrais mettre plus d'efforts pour contrôler la validité interne que la validité externe. Vous vous souvenez, la validité externe, c'est est-ce que ton échantillon est vraiment bon, ta. Okay? Pardon. Pourquoi je voudrais faire ça? Ben, en fait, dans un monde parfait, je voudrais que les deux soient excellents. Les deux validités, interne et externe. Okay? Mais dans un monde où est-ce qu'on recherche des traitements rapidement et un monde où est-ce que un antidépresseur pourrait fonctionner pour certaines personnes et pas pour d'autres, le fait que je démontre que pour mon échantillon que j'ai choisi, l'antidépresseur a vraiment bien fonctionné est intéressant par lui-même. Et ça dit, regarde, ça peut fonctionner pour certaines personnes. Donc, c'est scientifiquement intéressant. Le fait que je pourrais avoir un meilleur échantillon, oui, ça serait bien d'avoir le meilleur échantillon possible, okay? Mais c'est pas un énorme problème pour mon étude parce que l'idée de mon étude dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, c'est vraiment regarder, du moins sur mon échantillon que j'avais, c'est peut-être pas le meilleur échantillon, mais du moins sur l'échantillon que j'avais, regarder la puissance de l'antidépresseur, comment ça a aidé les symptômes dépressifs. Et donc ça dit, cet antidépresseur-là pourrait être utilisé chez certaines personnes. Peut-être pas tout le monde. Peut-être qu'il devrait y avoir d'autres études qui essayent de le refaire sur d'autres gens, de d'autres cultures, de d'autres endroits que là où j'ai fait l'étude. Mais la validité interne ici est comme plus importante que la validité externe. Si j'ai à en choisir une. Si j'ai pas à choisir, évidemment, les deux sont extrêmement importantes. Dans le cadre d'une affirmation de fréquence, on pourrait parfois mettre plus d'emphase sur la validité externe comparativement à la validité de construit. Ceci peut sembler bizarre, là, mais voici l'exemple. Imaginons que j'ai... restons dans le cadre de la dépression, c'est un peu déprimant, là, mais restons dans le cadre de la dépression. Je vais faire une étude de fréquence pour mesurer, essayer d'estimer le nombre de Canadiens et de Canadiennes qui disent souffrir de symptômes dépressifs. Okay? Puis imaginons que j'ai un outil pour mesurer est-ce que les gens pensent qu'ils souffrent de symptômes dépressifs. Puis j'ai un outil, j'ai un questionnaire. Okay? C'est un pas pire questionnaire qui a été utilisé dans le passé, puis il fonctionne bien. Il est considéré avoir une bonne validité de construit. Okay? Mais imaginons que juste avant que je commence cette étude-là, il y a un nouveau questionnaire qui est beaucoup plus... qui est meilleur que le premier. Il va encore plus en détail. Peut-être qu'il fait un aussi bon travail, mais avec moins de questions, donc il est moins long à remplir ou quelque chose comme ça. Okay? Ça serait correct de me dire, je vais mettre plutôt l'emphase sur aller chercher un bon échantillon dans toutes les provinces, dans toutes les grandes villes, dans les campagnes, des personnes de différents âges, sexe, niveau socio-économique, origine ethnique, ainsi de suite. Okay? Je vais plutôt aller mettre l'emphase là-dessus, sur un bon échantillon. Puis, je vais utiliser l'outil qui a déjà été... qui est bon, là, qui est vraiment pas pire. C'est sûr qu'il y a un meilleur outil, mais je vais pas mettre le temps et l'argent là-dessus. Je vais à la place mettre le temps et l'argent sur la validité externe. Okay? Donc ici, on a un cas où on a une bonne mesure, un bon outil pour mesurer les symptômes dépressifs auto-rapportés par les gens, mais il y aurait une meilleure mesure. Okay? Mais imaginons que si j'étais pour utiliser cette meilleure mesure-là, je sais pas moi, c'est une mesure qui serait juste... disons que c'est une mesure qui serait juste en anglais, cette meilleure mesure-là. Donc là, ça viendrait un peu brouiller la représentativité de mon échantillon parce que je pourrais juste inclure des Canadiens anglophones. Donc, si j'ai le choix, évidemment, si c'est un monde parfait, je prendrais le temps pour traduire cette nouvelle mesure-là et ainsi de suite, mais
Mais étant donné que j'ai un temps limité et des ressources limitées, je préférerais avoir utiliser une mesure qui est pas pire, puis qui me permet d'avoir un échantillon qui est vraiment complet du Canada, qui inclut des francophones et des anglophones, qu'avoir une mesure de la dépression qui serait meilleure, mais qui me permet juste de faire cette étude-là sur les anglophones, parce que cette mesure-là n'a pas encore été traduite en français, par exemple. Donc, voyez-vous, ça sera un exemple où est-ce qu'on mettrait plus d'emphase sur la validité externe que la validité de construit. Et donc, très souvent dans des études, le jeu est d'essayer de décider c'est à quel point est-ce qu'on est satisfait avec le montant de validité interne, externe. Statistique, c'est rarement le cas. Là. Normalement, statistique, on s'assure que c'est le plus parfait possible. Mais entre externe et surtout entre construit, des fois, il y a des choix qui vont se faire. Il y a certaines priorités dépendant de l'étude. Je répète que dans un monde parfait, on n'aurait pas à prioriser ça, on s'assurerait que tout est le plus parfait possible. Voilà, je vous laisse là-dessus. À plus tard.